Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Genre. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vos films, chansons ou jeux vidéo préférés contenaient un message caché? Si ce n'est pas le cas, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de Under the Silver Lake. L'histoire se déroule à l'été 2011 dans la ville de Los Angeles, secouée par une vague de meurtres de chiens et par la disparition mystérieuse d'un milliardaire. Nous suivons Sam, un jeune homme un peu paumé, obsédé par les théories du complot qui passe son temps à espionner sa voisine, un peu, beaucoup, passionnément. Il finit par passer une soirée avec elle, mais elle disparaît le lendemain. Il décide de partir à sa recherche à partir de quelques indices. Il découvre un petit livre étrange écrit par un auteur qui semble connaître des secrets sur la ville de Los Angeles et réussit à le rencontrer. L'écrivain lui explique alors qu'il y a un immense complot et que toute notre culture serait composée de messages cachés. D'ailleurs, dans une soirée étrange, Sam apprend que les chansons du groupe fictif Jesus and the Brides of Dracula contiendrait un code secret et il décide de le trouver. Cela le mène devant la statue de James Dean à l'Observatoire de Los Angeles, où il rencontre le roi des sans-abri. Celui-ci lui montre un souterrain secret, aménagé comme un bunker. Quand Sam veut faire part de sa découverte à l'écrivain, il découvre que ce dernier a été tué. Sam décide alors de rencontrer le chanteur de Jesus and the Brides of Dracula pour savoir qui lui fournit les messages cachés. Le chanteur le dirige vers un vieux musicien qui révèle à Sam avoir écrit toutes les chansons qui ont eu du succès, de Smells Like Teen Spirit à I Love Rock'n'Roll. Le musicien tire sur Sam mais Sam le tue. Puis, en suivant un chacal, Sam arrive dans une soirée où elle rencontre la fille du milliardaire disparu. Elle lui révèle qu'elle est suivie et lui remet un bracelet avec un code avant d'être tuée. Sam réussit à décoder le bracelet grâce à un magazine Nintendo et une boîte de céréales trouvée chez l'écrivain. Il trouve les coordonnées d'une cabane sur les hauteurs de Los Angeles et décide de s'y rendre. Il découvre un autre milliardaire accompagné de 3 femmes déjà croisées dans le film et apprend que le premier milliardaire disparu est en fait dans le bunker vu précédemment, en compagnie de Sarah. Il se prépare à entamer son ascension, un voyage vers la mort entouré de tous les plaisirs physiques possibles. Sam parvient à parler à Sarah et comprend qu'il ne pourra jamais être avec elle. Il retourne chez lui mais il va bientôt être expulsé à cause de ses loyers impayés et finit par aller chez sa voisine hippie. Under the Silver Lake est un film compliqué. La première fois que je l'ai vu, j'ai bien aimé, mais j'ai pas tout compris. La deuxième fois, j'ai un peu plus aimé parce que j'ai un peu plus compris, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est un film qui nécessite plusieurs visionnages pour être vraiment apprécié et qu'on puisse en saisir toutes les subtilités. C'est une œuvre complexe, maîtrisée de bout en bout par le réalisateur, David Robert Mitchell. On a affaire à un film riche en interprétations, qui nous pose des questions sur notre rapport à l'image et au cinéma. Et ce n'est pas pour rien que l'action se déroule à Los Angeles, la ville ultime du cinéma. On peut déjà relever quelques références évidentes. Il y a la statue de James Dean à l'Observatoire, et aussi le film Comment épouser un millionnaire, avec Marilyn Monroe, que regardent Sam et Sarah au début. Ce sont des références explicites, qui servent d'indices ou font avancer l'intrigue, mais je ne pense pas que ce soit les plus importantes. Il y a pour moi 2 influences majeures dans Under the Silver Lake, Alfred Hitchcock et David Lynch, et ça nous montre que le film veut s'inscrire dans cet univers de mystère et de suspense. Alfred Hitchcock est cité de manière directe, d'abord sur une tombe imaginaire, mais aussi avec l'affiche de Psychose dans l'appartement de Sam. On peut aussi relever des références ironiques à Sueur froide ou encore à Fenêtre sur cour. Le film réutilise le concept du MacGuffin développé par Hitchcock, puisque la disparition de Sarah sert de prétexte à l'intrigue et finit par devenir secondaire. Du côté de David Lynch, la disparition mystérieuse d'une jeune fille blonde fait évidemment penser à Twin Peaks, tout comme les symboles qui sont utilisés par les sans-abri dans Under the Silver Lake. La filiation passe aussi par le choix de l'acteur qui joue l'écrivain, que l'on a vu dans une scène terrifiante dans Mulholland Drive, mais aussi, encore une fois, dans Twin Peaks. Mais David Robert Mitchell n'utilise pas ces références seulement pour nous montrer ses influences, il les utilise comme un jeu de pistes dans le film, et il fait la même chose avec les théories du complot. Pour avancer dans son enquête, Sam écoute un vinyle à l'envers pour y trouver un message caché. On pense au supposé message satanique qu'il y aurait dans Stairway to Heaven de Led Zeppelin, ou encore aux indices laissés par les Beatles sur la prétendue mort de Paul McCartney. Il faut aussi noter que l'une des chansons que l'on entend dans le film, What's the Frequency KNF de REM, contient un solo de guitare inversé. Et en parlant de guitare, on voit chez le musicien la Fender Jaguar de Kurt Cobain, membre du Club des 27, qui ne se serait peut-être pas suicidé, mais aurait été tué par Courtney Love, et la basse de Paul McCartney, j'ai déjà parlé des théories du complot qui concernent sa mort. Donc on voit bien que David Robert Mitchell s'amuse avec ces théories du complot, il essaie de nous perdre. D'une certaine manière, le film nous pousse à être comme Sam, à essayer de le décoder, sauf que c'est pas toujours simple. Le mieux qu'on puisse faire, c'est proposer des interprétations, et je vais vous en donner quelques-unes pour essayer de mieux comprendre Under the Silver Lake. On va commencer avec quelque chose de léger. Le jeu vidéo Mario a une grande importance dans le film, et on voit Sam y jouer plusieurs fois. D'une certaine manière, on peut se dire que Sam et Mario, sa voisine est Peach, et ils passent tout le film à essayer de la retrouver pour qu'à la fin, elle soit dans un autre château. C'est une théorie largement acceptée qui pour moi est validée par le nom du personnage. J'y vois une référence au tueur en série David Berkowitz, qui s'est surnommé le fils de Sam, car selon lui, c'était le chien de son voisin, Sam, qui lui ordonnait de tuer. À la fin du film, on apprend que Sam s'est fait quitter par sa copine et ne s'en a jamais remis.
Il est possible que depuis, il se soit mis à tuer des chiens pour se venger des femmes, car il verrait les femmes comme des chiennes, bitches en anglais. Ce rapport malsain qu'il entretient avec les femmes est confirmé par ses hallucinations de femmes qui aboient. Il faut aussi relever une incohérence. À plusieurs reprises dans le film, Sam dit qu'il a l'impression d'être suivi, mais cela ne se voit jamais à l'écran. Par contre, on le voit plusieurs fois suivre des femmes sans aucune raison. On a l'impression qu'il essaie d'inverser les rôles entre victime et coupable. D'ailleurs, plusieurs fois dans le film, on le voit être particulièrement violent, sans aucun état d'âme. On peut aller plus loin, en voyant la relation de Sam avec les femmes comme une métaphore de la relation d'Hollywood avec les femmes, c'est-à-dire une relation destructrice. Il y a 3 actrices qui sont citées dans le film, Marilyn Monroe, Janet Gaynor et Jane Mansfield. Elles étaient toutes les 3 considérées comme des sex symboles et ont toutes connu une mort tragique. Il y a plusieurs personnages d'actrices dans le film qui sont obligés de vendre leur corps pour essayer de percer à Hollywood. Et on peut aussi penser à cette scène où Sam et son ami espionnent une mannequin qui se déshabille puis fond en larmes, qui témoigne d'une souffrance liée à cette condition féminine. Personnellement, je vois dans Under the Silver Lake une critique de l'industrie du cinéma qui utilise le corps des actrices, puis les détruit et les remplace. Il y a beaucoup d'analyses intéressantes, mais celle-ci m'a vraiment marqué quand je l'ai vue. Tout commence avec le code du copial, un code secret du XVIIIe siècle, déchiffré en 2011 par Kevin Knight. On voit 2 graffitis écrits en code du copial dans le film. Il y en a un sur le mur et un dans les toilettes. Une fois traduits, les 2 signifient Coffee Menu. Cela nous renvoie au menu que l'on voit au début du film. On y voit un code Morse qui nous donne une suite de lettres. Avec une clé de décodage visible dans l'appartement de l'écrivain, on peut traduire cette suite de lettres par What Free Words. What Free Words est un site utilisé par Sam qui permet la communication d'un emplacement géographique au moyen de 3 mots-clés. On peut noter au passage que le logo de What Free Words ressemble au symbole dangereux que l'on voit dans le film. Il faut maintenant trouver les 3 mots. On peut penser aux 3 poupées de Betty Grable, Marilyn Monroe et Lauren Bacall qui se trouvent chez Sarah. Sous leur nom se trouve une inscription en code du Zodiac, déchiffrée par Kevin Knight, encore lui. Quand on les déchiffre, cela donne Tombstone Sheriff Entries. Si on les entre sur What Free Words, nous obtenons des coordonnées qui mènent à un endroit pas accessible au public. Vous êtes déçus? Moi aussi. Mais après tout, c'est peut-être le but de David Robert Mitchell. On ne saura sans doute jamais s'il y a un véritable message caché ou si c'est juste un jeu avec le spectateur. Mais le film est suffisamment ouvert et complexe pour qu'on se perde dans des interprétations. Au final, on devient vraiment comme Sam. Plus on cherche, plus on devient obsédé par cette quête. Et à force de chercher des indices de manière compulsive, on finit par en trouver partout. Cela place notre regard au centre du film. Nous devenons des voyeurs, exactement comme Sam. C'est un personnage voyeuriste, représentatif de la figure du spectateur, car le cinéma est l'art du voyeurisme par excellence. Pour moi, c'est peut-être ça, l'explication la plus importante. Under the Silver Lake est un film qui a conscience d'être un film, qui a conscience d'être regardé. Il se place comme miroir de notre condition de spectateur et nous renvoie à nos propres pulsions scopophiles. Il y a encore plein de choses à dire, mais je pense qu'on arrive à un point dans la vidéo où vous êtes soit dégoûté, soit obsédé par Under the Silver Lake. En tout cas, vous êtes prêt à plonger. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain film.